Bienvenue à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde, l'humain modifié, réparé, adapté. Alors, de quoi allons-nous parler? D'abord, de quoi allons-nous ne pas parler? Si vous avez bien écouté le titre de cette table ronde, vous avez remarqué qu'il n'y figure pas le terme d'augmenter. Nous n'allons donc pas parler de transhumanisme qui prône l'usage des sciences et des techniques dans le but d'améliorer l'espèce humaine par l'augmentation de ses performances physiques et mentales. Nous avons volontairement, et c'est déjà ambitieux en 1 heure, souhaité nous en tenir à des aspects médicaux, thérapeutiques, pour réparer, pour aller mieux, et non pas pour atteindre des performances surhumaines ou pour devenir tous des canons de beauté. Au cours de cette rencontre, nous allons aborder plusieurs questions avec des regards différents, ceux des 4 scientifiques ici présents. Nous aborderons les possibilités offertes par les connaissances et les techniques qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fabrique? Comment on répare aujourd'hui? On sait que la médecine a considérablement fait des progrès depuis le début du XXe siècle et augmenté spectaculairement aussi l'espérance de vie. Autour de 70 ans aujourd'hui à l'échelle planétaire, mais avec des grosses disparités. Aujourd'hui, les thérapies géniques ouvrent un nouveau champ, mais il y a aussi d'autres possibilités naissantes ou envisagées dans le futur, de nouvelles techniques. Par exemple, imprimer de la peau, nous renforcer avec des exosquelettes, créer des interfaces cerveau-machine. Ces possibilités amènent des questions. Ces questions ne sont pas seulement celles des scientifiques qui nous entourent. Est-ce que la science doit poursuivre dans le respect de la vision classique et anthropomorphique du corps humain? Ou bien peut-elle s'en affranchir pour ouvrir le champ des possibles en termes de réparation de l'homme? Ce qui est possible est-il souhaitable? À quelles conditions? Comment la société s'empare de ces questions? Voilà l'ambition de cette table ronde, prendre un moment, 1 heure pour réfléchir ensemble en compagnie donc des 4 scientifiques que je vais vous présenter. À ma droite, un biochimiste, Christophe Marquette, qui travaille sur les techniques de bioimpression. Un anthropologue, Philippe Lyotard. Jérémy Matou, qui est neuroscientifique et ingénieur et spécialiste des interfaces cerveau-machine. Et enfin, une philosophe, Raphaël Andro. Avant de leur passer la parole, encore un petit mot sur les règles du jeu et en particulier la répartition du temps. Comment ça va se passer? Nous avons 1 heure, donc l'objectif c'est d'en savoir davantage et aussi peut-être d'avoir envie d'en savoir davantage. On ne dira donc pas tout en 1 heure, vous vous en doutez. C'est pourquoi les intervenants dans un premier temps auront chacun 3 minutes, 180 secondes pour se présenter et nous parler de leurs recherches. Après cette présentation qui nous permettra de comprendre d'où ils parlent, chacun d'eux abordera le thème au cœur de cette table ronde avec une ou plusieurs questions qui les préoccupent plus particulièrement. Et ils feront état de leur réflexion à ce sujet. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas une conférence ou une juxtaposition de conférences. Ils auront 2 minutes chacun pour cela. Et ensuite, nous disposerons normalement, si le temps est respecté, d'une grosse demi-heure pour échanger avec vous, pour que vous puissiez leur poser des questions. C'est aussi le principe de la fête de la science, permettre des échanges entre les scientifiques et les citoyens. Pour vous prévenir tout de suite aussi, nous vous demanderons, si vous avez déjà des questions en tête, de les poser de manière concise afin de favoriser un maximum d'échanges. Voilà, mais je vous le rappellerai tout à l'heure. Tout de suite, commençons avec Raphaël Andro, avec Christophe Marquette. Christophe Marquette, donc vous êtes biochimiste et spécialiste de l'impression 3D. J'ai oublié exactement le nom de vos laboratoires, mais je vais les retrouver. Directeur de recherche CNRS à l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire. Ça impressionne. Et vous êtes aussi directeur de la plateforme 3D Fab. Alors, quelles sont vos recherches aujourd'hui? Merci Muriel.
Donc rapidement, juste, c'était un petit peu moi qui étais l'instillateur de ce processus, donc c'est moi qui m'y colle en premier. Donc rapidement, en moins de 3 minutes, je pense que je vais faire. L'idée derrière les recherches qu'on fait, je ne sais pas si vous avez fait le tour des différents stands, il y a un stand où on vous montre de la peau bien imprimée, des tissus bien imprimés, etc. L'idée étant d'essayer de régénérer les tissus humains à partir de techniques nouvelles, type bioimpression, même si ça avait été déjà fait il y a longtemps sur des techniques plus classiques. Donc nous, on s'attache à chercher comment on arrive. Donc là, il y a 2 exemples. Un exemple plutôt anatomique, une oreille bleue, qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais à part le fait qu'elle soit en 3D et qu'on puisse la faire avec des tissus. Et de l'autre côté, du tissu plaqué sur une surface qui va être l'équivalent d'une peau reconstruite sur une surface 3D. L'idée étant derrière de savoir comment on arrive à passer outre la greffe de tissu pris sur une personne décédée ou sur une personne vivante, mais vous ayant donné une partie de son corps. Voilà, l'idée derrière, c'est comment on arrive à travailler les tissus vivants par impression 3D pour recréer des parties de tissu, des parties de corps pour réparer, pas pour amplifier, mais vraiment pour réparer, pour reconstituer une structure. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vraiment qu'on se pose la question autour de tout ça, avec les différents thèmes, mais voilà, c'est le fond de la question est vraiment celle-là. Vous nous parlerez peut-être plus tard de qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui, ou vous pouvez nous en dire 2 mots? Je vais le dire maintenant. Donc aujourd'hui, malgré ce qu'on voit dans les journaux ou à la télé, on ne sait pas imprimer un cœur, hein, ni en France ni ailleurs. On ne sait pas imprimer des structures très compliquées. On ne sait pas recréer un cœur in vitro. On ne pourra pas vous créer un cœur à partir de vos tissus et vos cellules. On sait faire des choses très simples, même ultra simple, hein, j'ose dire. La peau, c'est assez simple, les cartilages sont assez simples, que des structures qui n'ont très peu de fonctions. Voilà, et la difficulté, c'est aussi ce que vous voyez sur l'expo, la difficulté, c'est comment amener des fonctions sur ces structures qu'on peut créer in vitro pour pouvoir les réimplanter. Donc de l'os, ça se fait, c'est de la céramique. De la peau, ça se fait, c'est très simple. Des tissus vasculaires, ça commence un tout petit peu. Dès qu'on passe sur des choses avec beaucoup de fonctions, rein, foie, cœur, cerveau, j'en parle pas, on est très très loin de pouvoir faire ça. Je passe la parole à Philippe Lyotard. Philippe Lyotard, vous êtes anthropologue du sport, du corps et de ses modifications. Vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 1 et membre du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Vous êtes aussi un chercheur engagé. Vous êtes membre du conseil scientifique de la DILCRA, qui est, je vous le rappelle, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Alors, quel est l'objet de vos travaux ? Mes travaux, là, par rapport à ce qui nous rassemble ici, c'est plutôt un travail de synthèse. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialiste, contrairement à Christophe, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur un aspect. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment, dans notre société, comment les humains, en fait, s'approprient leur corps en vue de le transformer. Car c'est une des spécificités de l'humain, justement, c'est de transformer volontairement notre corps et de le transformer par rapport à un désir. Alors le désir, en l'occurrence, ça peut être un désir de reconstruction, un désir de réparation, un désir de retrouver une intégrité qui aurait pu être altérée par la maladie, par l'accident, par la blessure, par la vieillesse. Donc tout ça, c'est des choses que je vais interroger, plutôt pour voir, en fait, quelle place on fait tout simplement à des choses comme ce qu'on va discuter maintenant. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'on peut faire avec le cerveau, enfin, ce qu'on peut construire comme interface entre le cerveau et des machines, ce qu'on peut produire comme artifice corporel, qu'est-ce que ça génère ? Comme espoir, d'une part, mais aussi comme crainte. Une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas des risques ? Alors on verra s'il y a des risques. Et donc pour moi, ça fait partie du travail que j'observe, c'est-à-dire les modifications du corps, elles ne sont pas uniquement dans un lien entre une personne et un médecin, elles sont aussi inscrites dans un processus social, dans des débats, dans des controverses parfois très violentes. Et puis, par exemple, tout simplement, là, on voit qu'il y a un débat autour de la PMA. C'est tout à fait des choses qui sont... On n'est pas dans la réparation, mais quand même, on est sur une dysfonction quelque part qui va permettre une intervention médicale. Et on voit bien que socialement, ça ne va pas de soi, parce que, justement, cette possibilité technique, elle a un impact à la fois sur chaque individu, mais sur l'ensemble de la société.
Très bien. Jérémy Matou, vous êtes neuroscientifique et ingénieur, spécialiste des interfaces cerveau-machine. Vous êtes chargé de recherche INSERM au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et donc, vous travaillez sur les possibilités de contrôler une machine par le cerveau. Oui, exactement. En partie. Alors, les interfaces cerveau-machine, vous voyez quelques exemples à l'écran. Ça se définit comme une interface qui va directement relier le cerveau à la machine. Alors, pour plusieurs applications, commander, piloter une machine sans l'utilisation de nos muscles, de nos effecteurs, mais éventuellement d'autres applications, toujours essentiellement médicales, pour monitorer l'activité du cerveau en temps réel. Alors, je vous ai mis 2 exemples à l'écran, parce que les vidéos illustrent bien la chose, pour vous dire aussi où est-ce qu'on en est. Il y a 2 grandes familles. Vous avez à la gauche ici les implants. Autrement dit, on va aller mesurer après chirurgie, grâce à des électrodes dans le cerveau, l'activité du cerveau, et directement la traduire en commande. En commande, par exemple, pour une neuroprothèse. À gauche, en 2016, il y a un patient, parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir été implantés, on est toujours au niveau de la recherche ici, un patient qui a été implanté, un tétraplégique, pour apprendre, ça a pris du temps, à contrôler ce bras robotisé, à serrer la main de Barack Obama en 2016. Et en 2019, je vous montrais cette vidéo parce que il y a eu un progrès donc très récent, de fait, où en plus de cette commande qu'on va aller chercher dans le cerveau, on va aller donner directement au cerveau une information sensorielle. Autrement dit, le bras ou la main robotisée ici est équipée de capteurs et donc le robot, dès qu'il va toucher le verre, va avoir une sensation. Et cette sensation va être traduite en stimulation du cerveau. Et ce qu'on voyait dans la vidéo, c'est que ça rend le contrôle beaucoup plus facile. On a besoin d'un retour sur le monde pour contrôler et mieux faire les mouvements. Donc voilà où on en est, même si c'est un objet qui n'est pas sorti des laboratoires. Et puis l'autre exemple, c'est des interfaces non invasives. On met des capteurs sur la tête. On peut le faire chez des enfants, comme on fait nous dans notre laboratoire, ici dans l'optique de réhabiliter l'attention à travers des jeux directement commandés par l'effort attentionnel et non plus par le bras ou la main de l'enfant. Et puis alors Muriel, si tu appuies sur le bouton, je voulais terminer en disant que c'est un domaine qui est très récent. Il a commencé, disons, véritablement au début du siècle. Il est en plein essor. On le voit à travers plusieurs signes. À la fois parce que se démocratise beaucoup des casques d'électroencéphalographie pour le grand public qui sont sans fil, qui sont plus faciles à mettre, plus faciles à accepter aussi de manière esthétique. On le voit aussi parce que des entreprises maintenant s'intéressent au domaine. Il y a l'emblématique Elon Musk qui cet été a fait une annonce sur des travaux d'implants pour se rapprocher de ce qui est fait dans les laboratoires, comme dans l'exemple de la commande du bras robotisé. C'est l'entreprise Neuralink. Ces travaux ne sont pas publiés, donc c'est difficile de les juger, mais enfin, il y a la démarche. Et puis le dernier que je mentionne, c'est l'entreprise Control Lab. On n'est pas dans des interfaces cerveau-machine rigoureusement, parce que c'est l'activité musculaire au niveau du bras, nerveux du bras qu'on mesure, mais c'est une entreprise qui réussit à reproduire très fidèlement les mouvements de la main sur un avatar, et on y voit beaucoup d'applications. En tout cas, Facebook le voit, puisque la semaine dernière, ils les ont rachetés pour près d'1 milliard $. Donc voilà, juste pour un panorama très rapide du domaine. Merci. Raphaël Andro, vous êtes notre philosophe, donc vous avez peut-être un regard un petit peu plus global sur cette question. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire des représentations et des idées dans les modernités. Et vous avez aussi publié en 2016 un essai sur la raison des corps. Alors, pouvez-vous nous expliquer là aussi sur quoi vous travaillez ? Pas sûr que j'ai un point de vue global ou plus global que les autres intervenants. Alors, en effet, je travaille sur la façon dont, dans l'histoire, on s'est représenté la nature du corps humain, à la fois dans son rapport avec l'esprit et dans son rapport justement avec la technique et la technologie. Alors je pense que le détour par l'histoire, il est important. D'abord, ça permet de déplacer et de renouveler nos questionnements actuels. Puis aussi, ça a un grand bénéfice critique. Ça nous permet de nous guérir de certaines illusions. Premier exemple, ça permet de relativiser cette idée d'une révolution médicale qu'on serait en train de vivre. Et puis de voir aussi comment cette notion d'un tournant médical ou d'une accélération biotechnologique, elle est aussi un outil de propagande. Et je vais prendre un deuxième exemple. Étudier dans le passé telle ou telle innovation médicale, les premières transfusions sanguines, les premiers vaccins, ça permet de voir comment, à chaque fois, il y a une négociation entre le choix du risque, qu'il soit individuel ou collectif d'ailleurs, et le choix de la prudence et du statu quo. Et on remarque que c'est souvent le choix du risque qui a été fait quand on avait une population soumise sous la main.
des condamnés à mort ou des esclaves sur lesquels on pouvait expérimenter. Alors par rapport au sujet qui nous occupe et à l'image que vous voyez derrière moi, il y a une période qui me semble particulièrement intéressante, c'est le XVIIe siècle, parce que c'est le moment où on a le plus pensé le corps humain sur le modèle de la machine. Et la discipline qui alimentait le plus directement la biologie ou la physiologie, c'était la mécanique. Il y a une alliance très forte entre mécanique et physiologie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette comparaison homme-machine, elle n'était pas du tout au service d'une opposition entre l'artificiel et le naturel. Elle n'était pas non plus au service de l'idée d'une supériorité de la machine sur l'homme, mais plutôt, au contraire, on cherchait à montrer que la machine, elle faisait partie de la nature. Prenons un microscope. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un organe artificiel ? Sans doute non. À l'époque, on considérait comme un véritable organe, comme un prolongement de l'organisme, un organe artificiel, justement, qui en retour permettait de mieux comprendre le fonctionnement de l'œil. Donc on voit comment, dans l'histoire, les limites même du corps humain et la notion d'organe ont changé. Voilà. Alors, peut-être une première question justement pour vous, pour aussi rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une réparation ? On attend quoi ? Être normal, être en bonne santé ? Oui, bah justement, vous le dites bien, la première réponse à laquelle on pense tous, je pense, et puis Philippe en a parlé tout à l'heure, c'est retrouver la santé, c'est-à-dire ne pas subir la douleur et le dysfonctionnement. Mais on peut penser aussi plus précisément ce désir de santé comme reconquête d'une autonomie. Et là, est-ce qu'il s'agit simplement d'une autonomie par rapport aux autres, c'est-à-dire d'une indépendance, ou est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'un corps humain, ça doit fonctionner tout seul et l'enjeu serait plutôt alors l'intégrité du corps et pas seulement l'autonomie, c'est-à-dire l'intégrité du corps, c'est quoi ? C'est le fait de sentir que son corps, il est entier et complet. Ce qui voudra dire qu'on ne se représentera peut-être pas de la même manière une machine extérieure au corps comme un appareil acoustique, et puis une machine implantée dans le corps comme un pacemaker cardiaque. Et la dernière attente à laquelle on peut penser, mais c'est pas exclusive d'autres, et puis vous nous éclairez aussi là-dessus dans le public, c'est une envie esthétique. Au XVIe siècle, on proposait deux types de prothèses, une prothèse rudimentaire pour le tout venant en bois, et puis des prothèses en métal articulé qui remplissaient aussi une fonction d'ornement. Et c'est plus du tout le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans un contexte où c'est l'État qui prend en charge les blessés de guerre, et donc c'est le collectif qui l'emporte, et où la prothèse, elle doit remplir une fonction, une utilité fonctionnelle, et c'est tout, on ne cherche plus du tout à faire joli. D'accord. Est-ce que c'est justement une manière aussi de se demander quelle est la frontière entre la réparation, vraiment, vivre comme avant, et l'amélioration ? Est-ce que c'est si facile que ça de tracer cette frontière ? Je pense que c'est une question vraiment très importante parce que on croit que réparer un corps, c'est revenir à l'état d'avant. Et toute réparation est une transformation. Donc c'est pas si facile justement de distinguer un désir de réparation du corps et un désir d'amélioration. Et la question qu'on peut se demander, c'est jusqu'où réparer un corps, c'est lui donner des capacités d'action ou une longévité qui dépasse l'humaine condition. On peut penser, on a tous des exemples en tête, à des prothèses de bras ou de jambes qui paraissent donner un avantage au corps appareillé. Il y a eu des athlètes, justement. Voilà, c'est ça, Oscar Pistorius, par exemple. Et alors ça, c'est l'idée d'avantage, ça fait penser à ces attentes parfois un peu exorbitantes qu'on demande à la réparation, mais ça renvoie aussi à des peurs, peur de la différence, peur du morcellement. Ce à quoi on pense peut-être moins, c'est à l'idée à l'asservissement à un système technique. Quand on serait réparé, peut-être qu'on aurait moins de vulnérabilité au niveau de la santé, mais on acquérait une autre vulnérabilité, une vulnérabilité technique, et peut-être aussi sociale si on n'a pas les moyens de se payer ce genre de prothèse. Alors cette vulnérabilité, justement, est-ce qu'on peut craindre, Jérémy Matou, une sorte de contrôle de la machine par le cerveau, contrôle de la machine sur le cerveau, et surtout, finalement,
dans quelle position aujourd'hui se retrouvent des gens qui se font appareiller? Est-ce que ce sont des cobayes, des collaborateurs de la médecine ou de la recherche? Comment ils se situent? Très bonne question. Alors effectivement, une des notions qu'on voulait vous proposer, c'est la notion de la place de l'homme, qu'il soit patient ou non, dans toutes ces recherches qui sont vraiment en train de se faire. Donc la notion de cobaye. Le nom de cobaye est perçu de manière évidemment péjorative dans ce contexte-là. Historiquement, Raphaël l'a rappelé, les progrès scientifiques sur lesquels on s'appuie aujourd'hui se sont faits aussi en exploitant ce qu'on appelle aussi, j'ai appris ça grâce à Raphaël, des corps vils, c'est-à-dire des condamnés à mort, des prisonniers, des esclaves, donc des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, fort heureusement, du moins dans les pays occidentaux, on en est arrivé à des lois et à des recherches très très encadrées, que ce soit chez l'animal comme chez l'homme. Donc aujourd'hui, il y a cette notion importante de consentement éclairé et puis aussi de jugement vis-à-vis au niveau collectif d'un protocole qui s'appuie sur la notion de bénéfice-risque pour le patient. Donc au cours de l'histoire, cette notion de la place dans les recherches a beaucoup évolué et encore très récemment. Dans les recherches, notamment dans mon domaine d'interface machine, l'exemple que je vous ai montré brièvement d'un plan, les patients sont très peu nombreux, ils acceptent de se prêter à ces recherches. Et je dis bien se prêter à ces recherches parce que le bénéfice n'est pas immédiat pour eux. Ils n'emportent pas la machine à la maison et elle ne leur est pas encore vraiment utile. Par contre, ils sont vraiment partie prenante. Toutes les publications le spécifient, la démarche même, ils doivent s'entraîner pendant des années parfois. Donc il y a une notion de collaborateur plutôt que de patient. Ils intègrent véritablement les équipes. Leur retour est essentiel pour le développement de ces technologies. Et puis maintenant, ça fait écho aussi à la notion d'autoréparation ou même de biohacking qui est mentionnée ici, à savoir qu'avec le développement d'Internet, les réseaux sociaux, c'est très facile de s'informer, c'est même très facile pour quelqu'un qui n'est pas du domaine de devenir presque un expert de tout ce qui se fait dans le monde, même si la connaissance est vaste, et donc de décider d'acheter, parce que c'est possible pour certaines technologies, d'acheter des systèmes qui vont leur permettre de tester des choses sur eux-mêmes, qui relèvent peut-être plus de l'augmentation que de la réparation, mais on a dit que les mêmes systèmes peuvent servir aux deux, donc c'est très proche. Donc voilà, cette notion de la place de l'homme dans ses recherches, du sujet ou du patient, a beaucoup évolué. Et c'est un élément important du débat d'aujourd'hui. Et jusqu'où on peut lui donner à l'homme réparé sa place? Quelles exigences? C'est aussi la question, ça renvoie aussi à la question de la norme. Est-ce que les gens veulent absolument être dans la norme ou alors en sortir? Déjà, je vais faire le lien avec ce qu'il vient de dire Jérémy, c'est-à-dire que la question qui se pose là, c'est la question du désir des personnes de se transformer elles-mêmes. C'est-à-dire quand aujourd'hui on voit des communautés, c'est pas une personne seule, mais il y a aussi des groupes qui vont s'organiser pour justement accéder à des compétences extrêmement techniques, aller chercher des savoirs scientifiques très pointus pour produire leur propre réparation, ou pour tout au moins adapter les réparations, par exemple, prosthésiques, les prothèses, à leur propre désir. Je pense par exemple à un batteur qui joue aujourd'hui qui peut jouer avec 3 baguettes, parce qu'il a 3 baguettes de batterie en même temps, parce qu'il a eu un accident de moto, il s'est fait amputer, il a été amputé. Il a fait d'abord une première réparation où il a bricolé sa main pour jouer à la batterie, et puis il a rencontré un chercheur aux États-Unis avec qui il a essayé de voir comment il pouvait justement contrôler une main bionique en fait. Et cette main bionique, il s'est dit tant que j'y suis, autant jouer double croche avec la même main si je peux, et de l'autre, voilà. Donc il joue avec 3 baguettes, c'est le seul, parce que il est allé justement bidouiller quelque chose qui renvoyait à son projet personnel. Alors, est-ce qu'il est dans la norme? Il est dans la norme des batteurs qui cherchent à jouer au mieux de leur instrument, à inventer de nouvelles façons de jouer. C'est une adaptation à un choix de vie. En revanche, il est différencié par le fait même qu'il a été accidenté. Et que cet accident lui ouvre une possibilité de produire ce que le philosophe Bernard Andrieux appelle un corps capacitaire, c'est-à-dire les capacités du corps sont aussi produites par les différences et les incapacités qui se réfèrent au corps ordinaire. Quelqu'un qui n'a pas de bras, quelqu'un qui n'a pas de jambes va toujours pouvoir se déplacer, va pouvoir faire plein de choses, mais il les fera autrement et sans nécessairement recourir à la prothèse. Alors,
Ça pose la question de la norme au niveau individuel, parce que chacun peut se retrouver. Là, vous avez un bel exemple, le nez pour l'ornement. On peut très bien vivre sans nez. On n'a pas besoin de nez pour respirer. En revanche, quand on a eu un nez emporté par un éclat d'obus en 1915, eh bien effectivement, on va chercher à reconstruire, retrouver une apparence humaine. C'est d'abord pour soi, parce qu'on ne peut plus se regarder dans la glace, on ne peut plus se voir. J'ai travaillé avec des femmes qui avaient été opérées de cancer du sein. C'est une des premières choses qu'elles disent. Je ne peux plus me regarder. Et c'est pas forcément la réparation au sens médical qui va leur permettre de se regarder à nouveau. Ça peut être des choses très personnelles. Par exemple, le fait de recourir à un tatouage sans avoir accepté, sans avoir demandé d'implant mammaire. Comment ? Non, pas les tatouages. Enfin, c'était pas comme les tiens. Enfin, mais en fait, là, c'est intéressant parce que la norme, en fait, c'est par rapport au regard que je vais pouvoir porter sur moi-même. Et la blessure, elle est là. Que j'ai des implants ou pas, je sais que j'ai été malade, je sais que mon corps a été altéré, et finalement le projet de réparation qui est fait, c'est pas forcément une réparation de type mécanique, mais c'est une réparation aussi psychologique et symbolique. Christophe Marquette, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que j'ai lu quelque part que si on acceptait de modifier la forme de notre corps ou de nos organes, en fait, les possibilités seraient bien plus grandes de... J'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est... Oui, tout à fait. Alors, quel est le lien finalement entre la forme et la fonction de l'organe d'une part? Et puis, est-ce que effectivement cette limite de la norme, de l'organe qui ressemble à l'organe, est aussi une limite pour la science, pour le scientifique? Oui. Oui. Merci. J'ai mis, enfin, c'est grâce à Raphaël que j'ai mis cette image-là, le père d'Édouard aux mains d'argent, enfin son père adoptif, qui lui offre deux mains à la place de ses super ciseaux multifonctions. Ça rappelle un peu le questionnement qu'on a sur la régénération des tissus et des organes. C'est est-ce qu'on doit refaire un organe avec sa forme anthropomorphique telle que vous la connaissez. Et c'est vraiment des questions pour vous, hein. Je démarre le débat. Ou est-ce qu'on est prêt à avoir des organes d'une taille différente, qui feraient la fonction? Je ne parle pas du tout d'augmentation, je parle uniquement de réparer, régénérer la fonction. Et en fait, on se pose beaucoup la question dans les laboratoires où on fait de la médecine régénérative, comment on va pouvoir régénérer un tissu dans le carcan qui est le corps tel qu'il existe actuellement. Donc c'est beaucoup de liens entre la forme et la fonction. Alors il y a des formes qui sont liées à la fonction et inversement, mais pas forcément. C'est-à-dire que un échec retentissant récemment, c'est le cœur Carmat, hein, qui est dans un volume anthropomorphique et qui est très très compliqué à mettre en place, très compliqué à faire travailler dans un corps humain. Et c'est un échec parce que voilà, c'est sans doute techniquement très difficile à aboutir. Un autre exemple, c'est tout ce qui va être circulation extracorporelle. Donc il y a des gens pour être dialysés ou pour être en attente de cœur, ils ont une circulation extracorporelle. A priori, c'est faisable, ça marche très très bien, avec des complications sur la vie de tous les jours, etc. C'est un peu des cas extrêmes, mais ça vaut le coup de s'interroger. Est-ce qu'on ne se place que dans la réparation et la régénération d'un corps tel qu'il existait avant d'être malade, ou est-ce qu'on se donne des libertés, où on accepte cette possibilité d'avoir quelque chose de différent, sans l'avoir forcément choisi? Je ne dis pas qu'on va se faire exprès un cœur ou des poumons plus gros, plus grands ou plus colorés. L'idée, c'est d'obtenir la fonction et de ne pas être dans un carcan. Donc nous, on se pose beaucoup cette question-là, parce qu'en fait, ça nous met dans des contraintes techniques et technologiques et scientifiques qui sont très dures à dépasser. Et voilà, ça fait partie de ces interrogations. Puis il y a une autre forme d'interrogation sur les matériaux vivants, qui est est-ce qu'il vaut mieux, ou vous vous sentez mieux, ou les patients se sentiraient mieux avec un tissu vivant qui
qui est recréé à partir de leur tissu. Donc c'est un peu les travaux qu'on fait qu'il y a ici, c'est-à-dire on prend des cellules et on vous refait un tissu, ou est-ce que finalement on s'en moque un peu et puis on aurait des polymères qui feraient la fonction, on serait satisfait. Donc c'est un peu l'opposition vivant passif, vivant organique, etc. Et il y a toute cette opposition maintenant qui nous intéresse sur jusqu'à maintenant, enfin on a passé des dizaines voire des centaines d'années à faire accepter la greffe de donneurs décédés par exemple. Si on vous propose de faire des tissus à partir de vos propres cellules, est-ce que vous allez vous rééloigner de cette acceptation du donneur, comme ça a été fait pour la transfusion aussi, hein. Est-ce que vous allez vous rééloigner? Est-ce que c'est un processus négatif et à ce moment-là on n'y va pas? Bon, voilà, c'est toutes ces questions. Donc comme vous le voyez, les scientifiques se posent des questions, alors vous aussi certainement. Donc l'heure est venue de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une première question? Toujours un petit peu difficile les premières questions, hein. Qui serait prêt dans la salle à accepter un organe ou une prothèse qui ne ressemblerait pas à un organe? Je vais détendre un peu l'atmosphère. Je vois pas. Si, il y a quelqu'un. Allez-y. Non? Ça marche pas. Je rappelle, pour les gens qui posent des questions, il nous reste environ 25 minutes, on a à peu près respecté le temps, de les poser de manière assez concise. Oui, j'aurais une question à poser à tous les quatre. C'est vos réflexions par rapport aux limites de l'identité de chacun. C'est-à-dire que dans la transformation de mon corps, ce que je sens, c'est que je suis chauve et barbu. Donc j'ai transformé mon corps en acceptant d'avoir une barbe. Ça, c'est ce que je fais. Mais par rapport à vos travaux, est-ce que vous vous posez la question de limite de l'identité des personnes avec qui vous travaillez? C'était peut-être une question... Qui veut répondre? Ouais, je commence, puis je te... merci pour votre question. Alors, je pense que vous pourrez tous les deux compléter, peut-être Christophe aussi. Effectivement, il y a beaucoup de philosophes qui travaillent sur cette question de l'identité et surtout sur le rapport entre, d'un côté, le fait que le schéma corporel est très flexible et justement, Jérémy a montré, on peut apprendre via une interface machine à diriger un objet extérieur et donc à l'intégrer à son schéma corporel, donc faisant partie comme une machine extérieure qui tout d'un coup devient un membre. Donc, il y a cette flexibilité cérébrale, si l'on veut. Mais à côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont rétifs à ça parce que ça met en question leur identité et qui ne veulent pas aller vers ça. Donc effectivement, il y a l'identité psychophysique via le schéma corporel dans le cerveau, il y a l'identité symbolique, physique, et elle ne se recoupe pas forcément. Peut-être que... Philippe Lyotta? Oui, alors moi c'est au centre de mes réflexions en fait, c'est parce que quand on travaille sur les modifications du corps, en tout cas quand je travaille sur les modifications du corps, ces modifications elles sont à différents niveaux mais qui s'entrecroisent. Par exemple là si on est au niveau fonctionnel, ça peut avoir, on parlait tout à l'heure d'Oscar Pistorius, cet athlète qui a couru avec des valides alors qu'il était doublement amputé tibial, eh bien il se définit pas comme handicapé, il se définit comme athlète et comme champion. Bon, donc ça c'est des choses aussi qui vont nous permettre de nous définir, mais il y a bien sûr une transformation identitaire aussi à chaque fois. Je pense par exemple à toutes les modifications qu'on appelle d'ailleurs transidentitaires, des personnes qui transforment leur corps, leur apparence par rapport à une identité qu'ils construisent et qui est en rupture avec la norme ou avec ce qui a été projeté, assigné à la naissance. Donc l'identité elle est au centre pour moi du processus de transformation du corps, mais par rapport à ce que vous dites, ça me permet de distinguer les modifications, je dirais, biologiques, sur lesquelles on a peu de prise, la vieillesse, le fait de se transformer, effectivement, notre corps se transforme, et puis l'action que nous avons sur notre propre corps pour le transformer de façon volontaire, y compris par l'apparence.
se laisser pousser la barbe, se raser la tête, se maquiller, etc. Ou bien sur le fait de choisir, alors on parlait tout à l'heure d'implant, on échangeait juste avant, parce que là on parle d'implant fonctionnel, mais par exemple vous savez peut-être qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont s'implanter sous la peau un certain nombre d'objets pour faire des petites sculptures sur les mains, sur le visage, sur le front. Et là, c'est complètement, ça ne sert à rien, mais en transformant mon apparence, je m'identifie d'une manière spécifique par rapport aux autres, mais je construis aussi une image personnelle qui me convient. Donc ça renvoie à la fois à l'identité pour autrui, ce que je projette, mais aussi pour moi-même, et puis c'est aussi par les autres, par ce que je vais recevoir, alors les relations avec le médecin, les relations avec les gens qui vont valoriser ou dévaloriser la réparation que j'ai subie, et tout ça, bien sûr, ça contribue à la construction identitaire. Est-ce que j'irai même... Moi, je rajouterais juste 2 mots peut-être, juste pour dire qu'il y a une identité intime, c'est l'exemple du tatouage par exemple, après une ablation du sein. Il y a l'identité sociale, et l'identité sociale, que vous avez déjà évoquée, elle rentre aussi dans le risque qu'on doit prendre en compte, dans le bénéfice-risque qu'on doit prendre en compte pour le patient. Par exemple, dans l'interface cerveau-machine, les bonnets avec les électrodes et le gel, c'est quelque chose que les patients vont peut-être pas accepter, même si ça améliore leur fonction. Ça rentre dans l'équation quelque part. Donc c'est effectivement important. Une autre question peut-être? Pas de questions dans le public? Ah, si. 2 mains qui se lèvent. Oui. Il y a 2 questions, monsieur, après. Alors. Ah. On va peut-être changer de micro. Je vais prêter mon micro. Non. Ouais, ah là, ça marche. non, c'est bon. Ok. Ah oui, c'est bon. Très bien. J'avais une question un peu plus technique. Alors c'était par rapport à la reconstruction. Il y avait des possibilités de reconstruction de la peau ou des os parce que c'est plutôt simple. Et dès que c'est des organes qui sont internes, qui sont plus complexes, ça devient difficile. Et il y a des gens qui essaient aussi de faire de la repousse d'organes, repousser le foie, ou reconstruire des choses à partir de cultures. Est-ce que vous êtes plutôt favorable? Est-ce que c'est un recoupement différent? Est-ce que c'est antagoniste à vos recherches? Comment vous le sentez? C'est une question pour Christophe Marquette qui a commencé à aborder un petit peu le sujet tout à l'heure, finalement. C'est des approches complètement complémentaires. Voilà, pour être très clair, encore une fois, moi je suis focalisé sur la partie 3D, donc reconstituer des choses, faire leur forme et les faire devenir un tissu. Mais faire une repousse de tissu, c'est des choses complètement complémentaires. D'ailleurs, ici il y a des choses en 3D qui sont un mix des deux en fait. Hein. On crée la structure globale et on fait pousser à l'intérieur une partie active, une partie. Donc on se sert de ça. C'est une histoire qui doit avoir 20 ans, 30 ans, des choses où on essaye de faire repousser les tissus, notamment le foie ou les choses comme ça, régénérer in situ. C'est complètement complémentaire, ouais, clairement. Une autre question? Une dame qui était au milieu. Ah, où ça? Ah oui. Les cheveux blancs et... Au milieu, voilà. Bonjour, j'aurais aimé savoir quel était, où on en était de l'avancée des cellules souches qui soulèvent beaucoup d'espoir. Alors, les cellules souches, je pense que c'est toujours Christophe Marquette qui va vous répondre. Oui, je peux vous répondre en partie. Hein, je ne suis pas un spécialiste des cellules souches. Déjà, il y a plein de cellules souches différentes. Hein. Il y a des cellules souches pluripotentes qui peuvent faire plein de tissus différents, puis il y a des cellules souches qui sont déjà différenciées un petit peu. En Europe, on n'a pas le droit de se servir ce qu'on appelle les IPS, hein, qui est un prix Nobel japonais qui est très, très connu pour ça. Donc au Japon, on s'en sert beaucoup pour la médecine régénérative, c'est un outil très puissant. En Europe, on n'a pas le droit de s'en servir en dehors des laboratoires.
notamment sur l'humain, parce que pour l'instant on n'a pas de recul assez sur ça. Après il y a des cellules souches qu'on peut récupérer par exemple dans les tissus adipeux, tout ce qui est lipoaspiration, on récupère des cellules souches qui ne sont pas pluripotentes, qui sont déjà prédifférenciées et dont on a le droit de se servir. Donc celles-ci, on peut refaire des tissus, on peut les réimplanter, on peut les réinjecter, ça se fait déjà, notamment pour des cartilages ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est l'intérêt derrière tout ça, donc j'essaye de rebondir un peu sur les questions, l'intérêt derrière tout ça, c'est qu'on va se servir de vos cellules pour vous régénérer un tissu. Donc c'est de la régénération in situ, on peut s'en servir aussi pour faire des tissus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup ? Ça vous fait peur ? Non, au contraire, à partir du moment où ça vient d'un prélèvement qui est fait sur mes tissus, je pense que j'adhérerais beaucoup plus à cette forme de régénération que d'autres dont vous avez parlé. D'accord. Tout ce qui est externe me fait un petit peu peur. Et si je peux abuser, j'ai une deuxième question. Quand vous régénérez un organe, donc il redémarre pratiquement neuf. Par contre, les autres organes du corps n'ont pas le même âge. Quelle est votre c'est position une bonne question. Ça dépend si on parle de cellules d'IPS, donc qui sont, on dit, régénuvées en anglais, c'est très, très moche. Elles sont redevenues jeunes, en fait. Les IPS, c'est aussi un des problèmes auxquels on ne connaît pas la solution, en tout cas on ne connaît pas le risque. Donc, mais si on prend des cellules de peau pour refaire de la peau, elles auront le même âge que la peau qu'on a prélevée. Hein. Donc ça, on reste sur le même âge. Mais c'est vrai que quand on prend des IPS, on va se retrouver avec un tissu jeune, pas un tissu âgé. Et l'intégration, ça fait partie de la problématique aussi. L'intégration d'un tissu âgé, enfin d'un tissu jeune dans un tissu âgé, comment ça marche, comment ça fonctionne, on ne sait pas trop. Mais ça soulève la question aussi de est-ce qu'on veut avoir un tissu jeune ou un tissu âgé ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? C'est le décalage qui. C'est l'un à côté de l'autre, voilà. Je pense, qui est un peu difficile. Mais c'est une question, on peut aussi se poser la question. Est-ce que je veux un tissu jeune ou est-ce que je veux un tissu âgé ? Tant qu'à faire, je veux tous les tissus jeunes, pas seulement. Ça pose la question des limites aussi. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur ? Je vais peut-être vous passer mon micro. Merci. En fait, donc la question, c'est finalement quand on change un organe, enfin les organes, c'est des éléments de relation à soi-même et aux autres. Et donc quand on change un organe, on prend le risque de modifier le rapport à l'autre. Et peut-être de créer des situations, en faisant des comparaisons un peu simples, mais les OGM, c'est une bonne comparaison. C'est-à-dire, dans un système qui s'est établi sur une évolution de milliards d'années, venir avec des modifications qui peut-être coupent une partie, ou pourraient couper une partie de la population du reste. Comment est-ce que c'est pris en compte ? Alors, peut-être Raphaël ou quelqu'un d'autre ? Alors, Christophe dit que dès qu'il n'y a pas de cellules, c'est à nous de répondre. Alors, je peux répondre à la question d'avant aussi. Parce qu'en fait, la question des cellules souches, la réponse que tu as faite est importante parce que le fait que ce soit possible au Japon et pas en Europe, et en Europe, qu'il y ait aussi des variations, par exemple, entre la France et l'Angleterre, ça traduit le fait qu'on n'est pas que sur le technique, là, on est sur comment on va se projeter dans une société, sur ce qu'on accepte de faire sur l'humain. Et ça renvoie aussi à votre question, c'est-à-dire que ça modifie les relations à l'autre, peut-être. Après, je ne sais pas si, par exemple, j'ai un rein carré qui a été fabriqué parce qu'il est plus efficace, il a été fabriqué par Christophe. J'ai un rein carré qui fonctionne. Est-ce que ça va modifier mon rapport aux autres ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va peut-être modifier mon rapport à moi-même. Déjà, je serai moins empoisonné par mon sang sera nettoyé régulièrement. Après, je ne sais pas si ça va avoir un impact sur autrui. Pour qu'il y ait une transformation de la relation à l'autre, il faut voir ce qu'on met derrière l'organe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire, le livre de Maëlys Karangal, Réparer les vivants, qui est l'histoire d'un accident, un jeune surfeur qui a un accident, qui meurt, et donc son cœur est transplanté. Il y a 24 heures pour transplanter le cœur. Et il y a toutes les problématiques dans ce livre qui sont à la fois très techniques, mais aussi qui sont du registre du symbolique. Ça veut dire quoi pour des parents d'accepter que l'on prenne le cœur de leur enfant qui vient de mourir, à 20 ans, 22 ans, pour le
transmettre à une autre personne grâce à qui ce cœur va permettre, enfin, la mort qui va permettre de faire vivre quelqu'un d'autre. Enfin, là aussi, il y a quelque chose, mais du point de vue médical, en fait, c'est un cœur, on ne sait pas qui est le donneur, parce que ça c'est protégé au plan éthique, et on ne sait pas qui est le donneur, et à l'arrivée, ce qui se passe, c'est qu'il y a sans doute des modifications qui sont produites, mais ce qu'on voit, c'est que ça a permis de faire vivre quelqu'un qui était en attente d'une greffe. Raphaël Andro, vous vouliez intervenir ? Je voulais juste dire que votre question, elle était aussi posée parmi, je ne sais pas ce que c'est votre métier, mais parmi les épistémologues et philosophes, parce que quand on se pose la question de la régénération ou du remplacement d'un organe, on parle d'organe comme si on pouvait l'extraire de l'organisme, justement, trait par trait. Et en fait, les organes ont de multiples relations à bien des niveaux d'analyse du corps avec les autres, et on n'a pas forcément percé à jour tous ces niveaux d'interaction. Donc c'est vraiment on a tendance à anatomiser le corps quand on parle de nos propres corps, et il y a des choses aussi qui nous échappent, et quant à savoir le recul de l'histoire, il y a bien des choses qu'on a faites comme la transfusion sanguine, où on ne savait absolument pas ce que ça allait donner. On transfusait du sang de cochon dans des humains pour les calmer, voilà. Donc je pense que cette question de ce qu'on coupe dans l'évolution, elle est ouverte, non ? Je sais pas. Des humains de seconde zone, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une question en haut, là, d'une jeune fille, je crois. Ah. C'était pour savoir si... combien de temps il fallait pour faire une prothèse ? Ah. Alors peut-être pas toutes les prothèses, c'est pas pareil. Une prothèse de quoi ? Par exemple, une prothèse de quoi ? Pour le bras. Pour le bras. Donc une prothèse mécanique, c'est de ça que tu parles, hein ? Ouais. Bon, je pense que ça va dépendre de la technique et de ce que tu veux. À la fin, quelle serait la contrainte pour toi ? Tu voudrais la voir vite ? Tu voudrais la voir belle ou tu voudrais la voir efficace ? Les trois donnent des temps différents, en fait, je pense. Ouais. Et puis si tu le veux qu'elle bouge, en plus, à mon avis, on va demander à Jérémy. Mais quelle est la priorité pour toi ? Qu'elle bouge. Qu'elle bouge. Donc Il est fort. Merci pour ta question, jeune fille. Alors, si tu veux une prothèse qui bouge, le temps long, il est dans l'apprentissage que tu vas avoir à faire, toi, pour la bouger. Alors, le bras robotisé que tu voyais sur la vidéo tout à l'heure, il est déjà très cher et difficile à construire, mais il en existe assez peu. C'est pas facile de l'emmener avec soi. Mais si on pense à une prothèse qui serait... peut-être que c'est ce que tu avais en tête, un bras qui serait sur toi, et donc tu veux faire bouger ton bras, il existe des recherches en interface en machine où on va tout simplement essayer de restaurer la commande de ton propre bras. Donc ça, c'est plus une prothèse, dans le cas où le bras subsiste, hein, ça arrive. Après un accident vasculaire cérébral, par exemple, on n'arrive plus à bouger son bras, on veut régénérer la commande, et là, c'est pareil, on va essayer de faire un lien, recréer la commande, et ce qui va être très long, c'est l'apprentissage, il va être différent d'un patient à un autre. Il va peut-être être très rapide pour toi parce que tu es jeune, beaucoup moins pour d'autres. Et l'ordre de grandeur, c'est en semaines, voire mois. Et il faut savoir que ce n'est pas pour arriver à un contrôle aujourd'hui qui est parfait, c'est-à-dire comme on contrôle un bras qui est sain. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans la salle ? Ah, une nouvelle question d'une jeune fille ? Non ? Ah, quelqu'un d'autre, juste devant. Non. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir, en admettant que j'ai un accident et qu'on me greffe un bras qui est connecté, on me met une oreille plus ou moins en plastique, et qu'on me transforme une autre partie de mon corps, à quel moment, dans quelle mesure je peux dire que je suis encore un homme ou je deviens une machine ? Où il se trouve la limite ? L'hybridation... La question de la limite, c'est vous qui la posez d'abord. En termes de réparation, si vous avez une oreille en plastique, ça ne change pas votre identité, enfin je pense pas. En revanche, si c'est une oreille en plastique
qui a pour fonction de justement maintenir une apparence humaine, c'est-à-dire qu'on voit pas la blessure et qu'on va avoir un artefact qui sera fait de la façon la plus proche possible de votre carnation, de votre peau, etc., ça va pas changer grand-chose. Et après, ça pose la question de savoir comment on intègre, et là, il y a peut-être des gens parmi nous dans la salle qui sont déjà en interface avec des appareils qui leur permettent de réguler certaines fonctions, je pense notamment aux diabétiques, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. C'est pas parce qu'on est dans une connexion qu'on perd son identité. Et d'autant plus, là on l'avait tout à l'heure sur la question de l'humain connecté, hein. Aujourd'hui on est tous finalement, avec nos smartphones, avec tout ce qui nous connecte à l'extérieur, on est déjà dans une forme d'interface, peut-être pas physique, peut-être pas directement implantée, sans que ça impacte notre perception que nous sommes bien des humains. Juste une chose, c'est que ça peut quand même poser la question juridiquement de la responsabilité. Si dans les prothèses que vous évoquez, il y a de l'intelligence, quelque part, du moins il y a une capacité à prendre des décisions en commun avec vous, eh bien, il y a quand même l'idée de savoir qui est responsable dans le cas où vous causez un accident. Les questions qu'on se pose un petit peu aujourd'hui avec la voiture autonome, par exemple. Donc ça c'est des questions qui peuvent se poser demain, très vite, avec ce genre de prothèses. Christophe Marquette a une question pour vous. Non, mais je voulais juste... vous avez remarqué, moi je réponds plutôt par des questions. Du coup... Il est comme les journalistes, en fait. je me demandais vous, derrière la question, où est-ce que vous placez cette limite, quelle est la partie acceptable qui vous annihile pas Qu'est-ce que vous pensez que vous... À quel moment vous serez plus vous-même Je dirais que si j'ai la moitié de mon corps qui est originel et la moitié de mon corps qui est reconstitué, je serai à cheval. Mais à partir du moment où j'ai 80% de mon corps qui est reconstitué avec de la technologie, je pense que je serai pas du même côté, en fait. Ouais, je peux vous poser une question. Le pourcentage, vous calculez en masse, en surface, en fonction, en action. Parce que le cerveau, il est assez léger. En reconstitution. Plutôt en volume, ouais, c'est ça. En volume. Ou au nombre de choses qui est extra. On va... Je vais revenir à la question, vous voyez, par exemple, parce que les questions que vous avez posées sont vraiment importantes, et puis elles circulent dans nos imaginaires, notamment cinématographiques. Je ne sais pas si vous connaissez Robocop. Robocop, c'est un flic, un super flic, il est pratiquement mort, mais il n'est pas complètement mort, on le sauve, on le reconstruit complètement à 99,9%. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste du cerveau, et puis finalement, c'est ça qui le rend humain. Ce qui reste, c'est uniquement, non seulement son cerveau, mais sa mémoire, ses émotions. Et en fait, on a quelque chose qui le maintient comme humain et qui fait la différence radicale avec la machine. On va peut-être prendre une dernière question là-haut, une toute dernière question avant de conclure parce que l'heure tourne. Donc, une question courte. Oui, c'était plus une réponse. J'ai bien compris que Christophe Marquette veut sonder un peu les opinions. Et en fait, elle est en partie ma réponse à moi dans ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui déplacerait le curseur un peu trop loin, ça serait de toucher à ma conscience, à mon cerveau, à mes capacités cognitives, mes opinions, mon tempérament. Donc le côté cerveau est important. Et avec l'avancée des neurosciences, les traitements aussi médicamenteux, l'identification des zones du cerveau qui donnent des facultés cognitives, ça questionne beaucoup, du coup, je trouve. Merci de cette petit éclairage qui pourrait presque être un bout de conclusion. On l'a vu, donc, il y a disons des évolutions techniques, même si, comme l'a dit Raphaël Andron, on ne peut peut-être pas parler de révolution médicale, finalement. On le saura plus tard, avec du recul. En tout cas, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a aussi une accélération des attentes personnelles, peut-être des attentes de la société. On n'a pas répondu à toutes les questions, forcément. Être réparé, est-ce que c'est vivre comme avant ? Est-ce que c'est être comme avant ? Est-ce que c'est vouloir ressembler aux autres, se ressembler à soi-même ? Enfin, il y a plein encore de questions à venir.
Moi, j'avais envie de conclure sur quand même la réflexion collective, c'est-à-dire que il y a aussi quand même, avec ces évolutions techniques et avec ces attentes, il y a peut-être des risques de générer des appétits marchands. On l'a vu avec les prothèses mammaires, par exemple, les prothèses PIP qui ont été diffusées à des milliers d'exemplaires. Peut-être le risque aussi de se concentrer sur des recherches high-tech, mais aussi pour certaines classes sociales, certains privilégiés, au détriment d'une recherche, je ne sais pas, plus démocratique. Peut-être le risque de prendre trop de risques et de devenir des consommateurs compulsifs de réparation, je ne sais pas. Le risque de vouloir devenir surhumain. En tout cas, tout ça, moi, m'interrogeait aussi parce que dans le passé, je faisais un parallèle avec l'environnement. On a eu un désir de confort, on a eu un désir de vitesse et on n'a pas forcément bien réfléchi à l'impact que ça avait sur la biodiversité, le rejet de nos déchets. On a beaucoup détruit. Et je me disais, en réfléchissant un petit peu à cette table ronde, que pour l'humain, pour sa santé, pour sa réparation, il est certainement besoin d'une réflexion collective sur les conséquences de ce qui est éventuellement possible, sur la façon de traiter les corps, le sien ou celui des autres, la façon dont on modifie, jusqu'où. Et bon, il ne s'agit pas évidemment d'être passéiste, d'arrêter les recherches, de bloquer des avancées ou d'abandonner des prouesses techniques, pas du tout. Mais je me disais, en préparant toujours cette table ronde, que les questions et la réflexion qu'elles suscitent n'appartenaient pas seulement, n'étaient pas l'affaire des scientifiques, mais que c'était aussi l'affaire de chacun et de nous tous. Voilà, c'est une petite réflexion de conclusion. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette table ronde. Je voulais remercier tous les intervenants. Et puis aussi Vanessa Cusimano qui a préparé cette rencontre de manière admirable. Voilà, donc merci.